En plein cœur du désert de Gobi, la Chine expérimente un type de réacteur que le monde redécouvre. Le réacteur à sel fondu au thorium, connu sous le nom de TMSR LF1. Ce prototype de 2 MW thermiques a été conçu par l'Institut de physique appliquée de Shanghai, sous l'égide de la China National Nuclear Corporation. Il ne s'agit pas d'une centrale classique, mais d'un banc d'essai pour valider une architecture révolutionnaire. Un réacteur à combustible liquide, fonctionnant sans pression et capable de se recharger en fonctionnement. Le cœur du système utilise un sel fondu, un mélange de fluor de lithium et de beryllium, dans lequel est dissous du thorium-232 et une petite quantité d'uranium-235 servant d'amorce. Lorsque le réacteur fonctionne, le thorium se transforme peu à peu en uranium-233, un isotope fissile qui devient à son tour le véritable carburant. En clair, le combustible se crée lui-même au fur et à mesure que le réacteur tourne. Mais ce qui rend ce projet unique, c'est la phase de rechargement continu. Selon les informations publiées en 2024 par l'Académie chinoise des sciences, le TMSR LF1 aurait franchi une étape importante, la possibilité de recharger le combustible sans arrêt du réacteur, grâce à un circuit chimique capable d'introduire du thorium neuf et d'extraire les produits de fission en continu. Si ces résultats se confirment, ce serait une première mondiale dans le domaine des réacteurs civils. Cette prouesse repose sur une chimie extrêmement fine. Le réacteur intègre un circuit de traitement en ligne où le sel en circulation passe dans les modules d'extraction sélective. Certains isotopes radioactifs y sont retirés, d'autres réintroduits. C'est ce qu'on appelle une boucle de purification dynamique. Résultat, pas d'arrêt périodique pour changer les barres de combustible, pas de pression interne pouvant exploser, et une sûreté assurée par la physique même du système. Si la température monte, le sel se dilate, la réaction ralentit, et en cas de panne, le sel s'écoule naturellement vers un réservoir de sécurité où il se fige. Autrement dit, la gravité devient le dernier rempart de sécurité. Derrière son apparente simplicité, le TMSR LF1 est un défi technique majeur. Faire circuler un combustible liquide à plus de 700 degrés Celsius, chargé en sel fluoré et en produits radioactifs, exige des matériaux capables de survivre là où presque tout se dégrade. Le sel fondu est extrêmement corrosif. Il ronge la plupart des métaux en quelques semaines. Pour y résister, les ingénieurs ont mis au point des alliages spéciaux à base de nickel, de molybdène et de chrome, capable de former une fine couche protectrice qui se régénère d'elle-même, comme une peau métallique auto-réparatrice. Ces matériaux sont aujourd'hui au cœur du programme chinois. Ils protègent les tuyauteries, les pompes et les échangeurs de chaleur. Mais leur résistance à long terme face aux neutrons et à la chaleur cyclique reste encore à démontrer. Pour l'instant, tout cela reste au stade expérimental. La complexité chimique, la maintenance dans un environnement corrosif et le coût élevé des matériaux constituent des obstacles réels. Le TMSR LF1 n'est pas conçu pour alimenter une ville ni même un quartier. Pour l'instant, la mise à l'échelle industrielle reste incertaine. Un prototype de 2 MW thermique ne permet pas encore de prédire le comportement d'un réacteur de 200 ou 1000 MW. Mais l'expérience accumulée sur le TMSR LF1 servira à affiner les modèles, évaluer la durabilité des matériaux et préparer la prochaine étape. Un démonstrateur de 10 MW électrique prévu à l'horizon 2030. Si les résultats sont concluants, la Chine pourrait ensuite construire des modules de 100 MW capables d'alimenter jusqu'à 50 000 foyers, sans émissions de carbone ni besoin d'eau pour le refroidissement. À ce jour, il n'existe aucun chiffre officiel fiable sur le coût complet du programme. On sait seulement que le coût moyen de production d'électricité sur la durée de vie serait encore supérieur au nucléaire conventionnel. Les matériaux spéciaux, la chimie du sel et les systèmes de traitement en ligne augmentent la facture. Mais le carburant, lui, est presque gratuit. Le thorium est abondant, disponible dans les résidus miniers, et ne nécessite pas d'enrichissement lourd. À long terme, si les boucles de rechargement et les matériaux s'avèrent stables, la Chine espère abaisser les coûts jusqu'à concurrencer les Small Modular Reactors à uranium. Et surtout, pouvoir implanter ces réacteurs dans des zones isolées, là où les centrales classiques ne peuvent pas fonctionner.
Les projections officielles évoquent un réseau de mini-centrales destinées à l'ouest du pays, région désertique où l'eau est rare mais le soleil abondant. Des unités autonomes capables d'alimenter en électricité, en chaleur ou même en hydrogène industriel, tout en servant de plateforme pour la recherche sur les cycles thorium. Au-delà du pays, plusieurs nations suivent attentivement cette expérimentation. L'Inde, riche en thorium, relance ses propres projets. Les États-Unis et le Canada explorent des versions modulaires inspirées du concept chinois. Et en Europe, la France et le Royaume-Uni financent des études sur les sels fondus dans le cadre de la transition bas carbone. Nous ne savons pas encore si cette voie sera la bonne, mais une chose est claire, l'énergie redevient un levier de souveraineté. Dans un monde qui redécouvre la rareté, maîtriser une source dense, stable et locale devient un avantage stratégique. Le TMSR LF1 n'est pas une révolution, c'est un signal faible, un prototype qui interroge. Que se passe-t-il lorsque la contrainte énergétique s'efface? Et si l'électricité devenait presque infinie, que deviendraient nos systèmes économiques et nos monnaies? L'énergie, plus que jamais, est redevenue une variable stratégique. Celui qui maîtrise la production d'électricité dense, stable et indépendante détient plus qu'un avantage industriel. Il contrôle la vitesse de son économie. Depuis des décennies, la géopolitique mondiale s'est structurée autour du pétrole et du gaz, des flux d'énergie, des routes commerciales et des équilibres de dépendance. Mais le thorium, s'il tient ses promesses, introduit une rupture discrète, une énergie locale, non carbonée, quasi inépuisable, et surtout moins dépendante des grandes infrastructures de transport. Chaque région pourrait à terme produire son propre flux thermique, sans avoir besoin d'immenses réseaux d'approvisionnement. Pour la Chine, cette expérimentation s'inscrit dans une logique simple, assurer la sécurité énergétique d'un territoire immense et aride, et garantir l'alimentation d'infrastructures énergivores, usines, data centers, réseaux d'intelligence artificielle. Alors que de nombreux pays occidentaux misent sur la sobriété et l'efficacité énergétique, la Chine mise, elle, sur l'hypothèse d'une abondance maîtrisée. Produire plus d'énergie, mais avec plus de contrôle et moins d'émissions. Non pas consommer plus, mais contrôler la densité énergétique pour fabriquer du temps, de la stabilité, de la croissance. Cette stratégie ne vise pas seulement la neutralité carbone. Elle redéfinit les rapports de dépendance, moins d'importations, plus de souveraineté et la possibilité d'alimenter des territoires entiers sans eau, ni charbon, ni uranium enrichi. Les États-Unis, le Canada, l'Inde et quelques pays européens suivent cette trajectoire de près. Non pas par mimétisme, mais par réalisme géopolitique. Car si un acteur parvient à produire une électricité abondante, propre et bon marché, il pourrait réindustrialiser à coût quasi nul et créer un écart de compétitivité impossible à combler. L'énergie devient alors le nouvel étalon de puissance. Non plus la quantité qu'on extrait, mais la densité qu'on maîtrise. Cette logique d'efficacité énergétique trouve un écho inattendu ailleurs, dans le fonctionnement même du réseau Bitcoin. Un réacteur au thorium et le réseau Bitcoin n'ont en apparence rien en commun. L'un transforme la matière en chaleur, l'autre transforme l'électricité en confiance. Mais si l'on regarde de plus près, les deux obéissent à une même logique, celle de la stabilité par la dépense d'énergie. Le réacteur à sel fondu cherche à convertir une réaction instable en un flux continu, à trouver un équilibre entre la fission, la chaleur et la sécurité. Bitcoin fait la même chose, mais dans le champ de l'information. Chaque bloc est une réaction contrôlée, chaque calcul une dépense mesurée qui produit de la cohérence collective. Et la question que tout le monde se pose, si demain, des technologies comme les MSR au thorium rendaient l'électricité presque gratuite, que deviendrait une monnaie dont la valeur repose sur la preuve de travail? Pour comprendre Bitcoin, il faut d'abord comprendre ce qu'il prouve. Chaque bloc ajouté à la blockchain est le résultat d'un travail physique. Une dépense d'énergie mesurable, la fameuse preuve de travail, proof of work. Concrètement, des milliers de machines à travers le monde essaient de résoudre un problème mathématique. Trouver un hachage cryptographique inférieur à une certaine cible. Un hachage, c'est une empreinte numérique, une suite de chiffres et de lettres imprévisibles,
qu'on ne peut obtenir qu'en essayant encore et encore. Chaque tentative consomme un peu d'électricité. Et toutes les 10 minutes environ, un nœud du réseau trouve la bonne combinaison. Elle propose un nouveau bloc, les autres vérifient le résultat, et si tout est conforme, le réseau entier s'accorde sur cette version de l'histoire. C'est un système d'une simplicité implacable. La dépense d'énergie sert à rendre l'information coûteuse à produire, mais facile à vérifier. Nul besoin d'autorité centrale, la vérité se déduit du coût de la preuve. Toutes les 2016 blocs, environ 2 semaines, le protocole ajuste automatiquement la difficulté du calcul. Si les blocs sont trouvés trop vite, la cible se resserre. Trop lentement, elle s'élargit. Ainsi, le rythme reste constant. Un bloc toutes les 10 minutes, quelle que soit la puissance totale du réseau. C'est une autorégulation thermodynamique, un système qui s'adapte et où la dépense d'énergie devient une mesure de stabilité. Derrière chaque bloc Bitcoin, il n'y a pas qu'un calcul. Il y a une économie de l'énergie. Les mineurs dépensent de l'électricité pour sécuriser le réseau et sont rémunérés par la récompense de blocs. Les nouveaux bitcoins émis plus les frais de transaction. Leur rentabilité dépend de quelques variables simples. Le prix du bitcoin, la récompense par bloc, la difficulté du réseau, le rendement énergétique des machines et le coût du kilowattheure. C'est un système vivant où tout s'ajuste. Chaque mineur reçoit une part des récompenses proportionnelles à la puissance qu'il apporte au réseau. Autrement dit, plus son matériel calcule vite, plus sa part du gâteau est grande. Son revenu quotidien dépend donc de la part qu'il détient dans la puissance de calcul totale du réseau, le hash rate mondial, du nombre moyen de blocs créés chaque jour, environ 144, du montant de la récompense versée pour chaque bloc, et enfin du prix du bitcoin au moment où ces récompenses sont perçues. En combinant ces éléments, on peut dire le revenu d'un mineur correspond à sa part du hash rate multiplié par le nombre de blocs produits chaque jour, par la récompense par bloc et par le prix du bitcoin. Ces coûts, eux, viennent principalement de 3 postes. L'électricité consommée par ces machines, les dépenses d'exploitation et l'investissement initial dans le matériel et les infrastructures. On peut donc dire que le coût total du minage est égal à la quantité d'énergie consommée multipliée par le prix du kilowattheure à laquelle s'ajoutent les frais de fonctionnement et le coût du matériel. Le bénéfice net n'existe que si ce revenu dépasse la dépense. Mais dans la pratique, dès que trop de mineurs gagnent de l'argent, le protocole augmente automatiquement la difficulté des calculs et les marges se resserrent. C'est pourquoi le marché du minage fonctionne comme un écosystème auto-régulé. Si le prix de l'électricité baisse, davantage de mineurs se lancent, le réseau devient plus compétitif et la rentabilité moyenne revient toujours vers un point d'équilibre. Imaginons maintenant que le pari du thorium réussisse. L'électricité devient presque illimitée, les centrales compactes se multiplient et le coût du kilowattheure chute brutalement. Beaucoup s'interrogent alors. Si l'énergie devient quasi gratuite, Bitcoin ne perd-il pas son sens ? En réalité, c'est exactement l'inverse. Une énergie bon marché déclencherait une ruée vers le calcul. Les mineurs utiliseraient chaque watt disponible pour accroître leur puissance. En quelques semaines, le hash rate mondial grimperait en flèche. Le protocole détecterait cette accélération et augmenterait la difficulté jusqu'à retrouver son rythme, un bloc toutes les 10 minutes. Le résultat, plus d'énergie consommée, mais un réseau plus sécurisé, car attaquer la chaîne demanderait une puissance de calcul quasi inatteignable. Même si le coût de l'électricité s'effondre, les lois du système ne changent pas. La rentabilité du minage s'ajuste toujours jusqu'à un point d'équilibre. Quand les marges deviennent trop confortables, de nouveaux acteurs entrent, et la difficulté monte jusqu'à les compresser à nouveau. Les seules variables qui comptent vraiment sont la valeur du Bitcoin, la récompense de blocs, et la quantité d'énergie que le marché est prêt à convertir en sécurité. Ainsi, même dans un monde à énergie quasi gratuite, Bitcoin reste une machine d'équilibrage thermodynamique. Il absorbe les surplus mais ne crée jamais de profit illimité. Une électricité abondante ne veut pas dire équitable. Si seules certaines régions, comme la Chine, le Canada ou l'Islande, qui disposent d'énergie excédentaire, elles attireraient naturellement les grandes fermes de minage. Le risque, une concentration géographique du hash rate. Mais Bitcoin a déjà connu cette tension. La réponse du réseau, c'est la mobilité.
des fermes modulaires, des conteneurs connectés à des barrages, des installations qui suivent la production excédentaire là où elle se trouve. Le minage devient alors une charge flexible, un outil d'équilibrage des réseaux électriques. Dans un monde saturé d'énergie, Bitcoin ne serait pas un parasite, mais un consommateur de surplus. Quand la demande humaine baisse, il absorbe l'excédent. Quand elle monte, il se met en veille. Cette capacité d'adaptation en fait un stabilisateur économique et énergétique, une soupape qui convertit la puissance inutilisée en valeur stockée. L'abondance ne tue pas la preuve de travail, elle la sublime. Car même si l'électricité devient gratuite, il resterait quelque chose de rare. Le temps de calcul, l'ordre dans le chaos et la preuve physique d'une dépense nécessaire pour stabiliser l'information. Dans ce monde d'abondance énergétique, Bitcoin deviendrait la mémoire de cette dépense, une trace physique de la valeur produite, un miroir énergétique de la confiance humaine. Depuis sa création en 2009, Bitcoin n'a pas seulement fait évoluer la finance, il a transformé la technologie du calcul. Au départ, on minait avec de simples ordinateurs personnels, quelques processeurs domestiques cherchant des blocs dans le silence des débuts. Puis vint la première ruée, les cartes graphiques, plus de puissance, plus rapides, capables d'effectuer des millions de hashages par seconde. En quelques mois, cette course à la performance a pris un tournant industriel. Les GPU ont été remplacés par des ASIC, des puces conçues exclusivement pour une seule tâche. Calculer le SHA-256 encore et encore, sans jamais s'arrêter. Chaque génération a doublé, puis triplé, la puissance tout en réduisant la consommation. C'est une loi de Moore appliquée à la sécurité monétaire. Plus la puissance augmente, plus la sécurité du réseau croît. Et plus la dépense énergétique devient efficace, non en gaspillage, mais en densité de preuves. Aujourd'hui, le réseau mondial dépasse les 700 exahash par seconde. Une puissance de calcul inimaginable, supérieure à celle de tous les super-ordinateurs combinés. Mais cette course ne s'arrête pas. Les fabricants, Bitmain, Canaan, cherchent sans cesse à améliorer le rendement énergétique mesuré en watts par terahash. De 120 watts par terahash en 2015, on est passé à moins de 20 watts par terahash en 2025. Chaque génération d'ASIC transforme un peu plus l'électricité en ordre cryptographique pur. C'est l'évolution naturelle d'une économie de la preuve, de la chaleur brute vers la preuve raffinée. Le hash rate mondial n'est pas seulement une mesure de puissance, c'est un indicateur de confiance collective. Quand le prix du Bitcoin monte, les mineurs affluent, le hash rate grimpe, la sécurité augmente. Quand le prix chute, certains sortent du marché et la difficulté baisse, redonnant de l'air aux survivants. Le réseau respire comme un organisme vivant. Il s'ajuste, s'autorégule et convertit les variations économiques en équilibre thermodynamique. Si des technologies comme les réacteurs au thorium atteignent leur maturité, le monde pourrait entrer dans une phase d'abondance énergétique relative. Mais l'abondance n'efface pas les contraintes, elle les déplace. Même avec une électricité très bon marché, il faut toujours des machines pour la convertir, des infrastructures pour la distribuer et une gouvernance pour en organiser l'usage. Autrement dit, la rareté ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Dans ce contexte, Bitcoin pourrait jouer un rôle singulier, non pas celui d'un consommateur d'énergie inutile, mais celui d'un outil de stabilisation. Un moyen de convertir des surplus électriques en sécurité monétaire, en créant un lien mesurable entre énergie et valeur. Les réseaux électriques produisent souvent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Bitcoin peut absorber ces excédents instantanément, puis s'arrêter quand la demande remonte. Le minage devient une charge flexible, un régulateur économique du réseau. Dans un monde où l'énergie est plus abondante, cette fonction pourrait s'élargir. Bitcoin deviendrait un tampon dynamique entre production et usage, une manière d'éviter le gaspillage tout en renforçant la sécurité du protocole. Bitcoin peut être lu non comme une fuite énergétique, mais comme un convertisseur d'énergie en information. Il rend visible ce qui était diffus, le coût réel de la sécurité et du temps. Dans une économie où tout tend à la dématérialisation, il rappelle que la confiance a toujours un prix énergétique. Au fond, tout cela, le thorium, le bitcoin, la preuve de travail,
parlent du même sujet, la transformation de l'énergie en ordre. Nous avons longtemps cru que le progrès consistait à dominer la matière, mais le vrai progrès, peut-être, c'est d'apprendre à l'écouter, à comprendre ses rythmes, ses contraintes, ses équilibres. Dans la physique, comme dans l'économie, rien n'existe sans échange. L'énergie circule, se dégrade, se transforme. Et chaque transformation exige un prix, une preuve, une trace. Le Bitcoin, à sa manière, enregistre ses traces dans la pierre du temps numérique. Chaque bloc devient une empreinte énergétique du réel, une forme d'écriture où la dépense devient mémoire. Nous vivons à l'ère du silicium, celle des puces, des circuits et des réseaux. Mais derrière ces couches de technologie, il y a toujours la même loi ancienne, celle de la mesure. Mesurer pour comprendre, comprendre pour maîtriser, et maîtriser pour durer. C'est peut-être cela, aujourd'hui, le logos énergétique, la tentative de donner un sens à notre puissance, non plus par la démesure, mais par la cohérence.